Chers amis internautes, bonsoir. Avant de commencer notre émission, Éric Montana souhaite vous donner des nouvelles de notre ami Claude Janvier, pour lequel beaucoup d'internautes s'inquiétaient. Alors Éric, si tu veux bien paraître à l'antenne et rassurer tous nos auditeurs. Oui, bonsoir Jackie, bonsoir amis internautes. Alors, une courte intervention pour vous donner des nouvelles de Claude Janvier, dont nous n'avions plus de nouvelles justement depuis 3 jours, avec impossibilité de le joindre téléphoniquement, puisqu'on tombait sur un message indiquant que Orange vous informe que ce numéro n'est plus attribué. En clair, on s'est inquiété beaucoup pour Claude. Après les événements qu'il a vécus, vous comprenez pourquoi. Et bon, c'est vrai que depuis hier, on a sonné les tambours pour alerter toute la dissidence et savoir si Claude était vivant, si tout allait bien, s'il n'avait pas disparu, s'il n'était pas parti en retraite. Enfin, on a tout supposé. Et ce qui est rassurant pour un vieil homme comme moi, c'est que je le dis souvent, les jeunes ne prendront pas soin de nous. Soyons lucides. Les jeunes vivront leur vie de jeunes et c'est normal comme nous l'avons fait avant eux. Donc on va se retrouver une tribu de gens de mon âge, hein, et les gens de mon âge ont besoin de veiller les uns sur les autres, parce qu'aucun de nous ne veut finir dans un EHPAD. Et croyez-moi, la vie est tellement plus agréable à vivre lorsqu'on est ensemble, lorsqu'on passe du temps de vie ensemble, lorsque on discute, lorsqu'on refait le monde, lorsqu'on continue à combattre, comme nous essayons de le faire modestement. Et Claude en particulier, puisque vous le voyez, il est vraiment sur tous les fronts. Il est chroniqueur régulier chez nous, mais il est aussi sur GPTV le lundi matin où il fait la revue de presse avec notre ami Socker. Et puis il apparaît régulièrement comme commentateur sur RT, la chaîne russe. Donc c'est quelqu'un dont la parole compte, c'est quelqu'un dont la réflexion compte. Et c'est quelqu'un de précieux pour nous parce qu'il fait partie de notre famille, de notre tribu proche. TVADP, c'est une mini-tribu, mais on est très proches les uns des autres et on s'inquiète rapidement les uns pour les autres quand l'un de nous disparaît sans donner de nouvelles. Alors je vous rassure, je l'ai eu aujourd'hui au téléphone. Bien évidemment, il était très embêté parce qu'il pouvait pas nous joindre. Orange lui a coupé sa ligne téléphonique et celle de son épouse. Ils n'ont pas compris qu'il n'y en avait qu'une qu'il fallait supprimer. Bref, notre ami Claude se retrouve sans téléphone et sans Internet jusqu'à lundi, où semble-t-il la ligne lui sera rétablie. Je vous informe quand même que bon, il ne fera pas l'émission de demain parce qu'il est en deuil et qu'il a accepté à ma demande d'être présent, même si c'est un court moment samedi soir avec moi pour recevoir notre ami Alain Soral. Il m'a promis d'être là samedi. Donc, il vous expliquera lui-même mieux que moi ce qui s'est passé pendant ces 3 jours de noir où on s'est tous inquiétés. Mais finalement, tout va bien. Claude est debout. Il n'a pas l'esprit suicidaire et vous le reverrez donc samedi soir. Merci, ma chère Jackie, de m'avoir accordé ce temps de parole. Je Bonne t'en émission. prie. Merci beaucoup Éric de nous avoir rassurés, ainsi que nos amis. Et puis j'en profite aussi dans les remerciements pour remercier nos 2 modératrices, Sam et Caroline, dont l'aide est vraiment très précieuse. Alors merci infiniment parce que je crois que je ne l'ai pas suffisamment fait.
Alors ce soir, j'ai le très grand plaisir d'accueillir mon amie Catherine Vadon. Catherine est océanographe. Elle a été maître de conférences au Muséum d'histoire naturelle. Elle est une des rares spécialistes des profondeurs et en tant que telle, elle donne de nombreuses conférences pour diffuser ses connaissances en matière de biodiversité et d'écologie. Elle publie régulièrement des livres d'une très grande beauté. En voilà quelques-uns. Il y en a vraiment beaucoup qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Et les photos sont somptueuses, elles sont accompagnées de textes aussi poétiques que didactiques. Et aujourd'hui, vient de sortir un nouvel ouvrage qui s'intitule L'histoire des abysses de l'Antiquité à nos jours. Alors, pas de photos dans celui-ci, mais quelle prose! Ne vous affolez pas de l'épaisseur du livre, vous serez passionné dès que vous aurez lu les premières lignes. Pas de photos, mais Catherine nous décrit des paysages spectaculaires, des zones abyssales, ainsi que des conditions extrêmes qui y règnent. Et comme il est écrit en 4e de couverture, alors je lis, à travers une épopée de plusieurs siècles, ce livre invite à réfléchir à notre relation avec ces mondes invisibles, à leur fragilité, à leur rôle essentiel dans l'équilibre de la vie sur notre planète et à la convoitise qu'ils suscitent. À ce jour, malgré des progrès considérables, plus de 80% des fonds océaniques restent inexplorés. Alors bonsoir Catherine. Catherine Vadon. Merci de cette invitation pour parler de ce milieu effectivement inconnu, lointain et si peu connu que sont les abysses. Ben, merci d'avoir accepté. Alors, afin de bien situer notre sujet, est-ce que tu peux nous dire ce que sont que les abysses? Alors, ce qui est non, pardon. Juste avant, tu nous donnes le feu vert pour lancer le diaporama. D'accord. Juste quelques mots d'introduction. En fait, ces abysses, elles n'ont pas de... C'est un mot qui est très employé et pourtant n'a pas de définition en fait scientifique. Et c'est un terme qui était employé plus facilement, je dirais, au 19e siècle. De toute façon, le mot n'apparaît pas dans le dictionnaire avant le 19e. Et ça désigne en fait quelque chose, un domaine qui est insondable, impénétrable. On parle par exemple, de tomber dans des abysses de détresse ou de réflexion, etc. Et donc la définition, elle est pas du tout claire. Et ça va être petit à petit, au fil des siècles, qu'on va peu à peu arriver à cette définition des abysses qu'on connaît aujourd'hui, à savoir les plus grands fonds existants de l'océan. Alors, quelles sont les zones de profondeur dont tu parles? Alors, la zone la plus profonde que l'on connaît aujourd'hui, qui existe aujourd'hui, est de 11 000 mètres. Là, on est là dans la 11 kilomètres. 11 kilomètres. Donc, j'ai l'habitude de dire souvent que pour faire 11 km, c'est juste une balade en vélo. Pour descendre à 11 km sous l'eau, c'est beaucoup de courage, beaucoup de technologie, beaucoup de connaissances, et c'est l'approche d'un monde qui est encore presque totalement inconnu. Alors, cette notion d'abysse, si on remonte en fait à l'Antiquité, le mot d'abysse était employé en fait pour désigner des zones, je dirais, on ne disait pas de la planète, de la Terre, qui étaient très très inconnues. Dans l'Antiquité grecque en particulier, on pensait que la Terre était un grand disque plat et que tout autour de ce disque tournait un fleuve, Océanos, et un grand fleuve qui n'avait ni source ni embouchure, mais qui perpétuellement tournait, et il était très dangereux d'approche, et ceux qui pouvaient s'y aventurer, eh bien, connaissaient tous les dangers des tempêtes. On savait que Poséidon, qui habitait
sous les flots sortaient de temps en temps et avaient des colères terribles qui mettaient qui faisaient s'affronter l'air et l'eau, d'où les grandes tempêtes océaniques. Et puis il y avait des monstres, ça c'était absolument certain, c'était des monstres terrifiants qui surgissaient de la surface et qui appelaient les navires avec les flottes, les humains, et pour les embarquer où? Mais c'est la légende, ça, c'est la légende, c'était vrai. Voilà. Et petit à petit, voilà, cette notion. En te lisant, on a l'impression qu'on y est, quoi. C'est là. Mais alors petit à petit, en fait, toutes ces craintes, ces mythes, ces superstitions de l'Antiquité vont peu à peu s'effriter, et c'est la curiosité scientifique qui va prendre le pas, et on va avoir des aventuriers qui vont oublier leurs craintes et essayer de les oublier pour aller des géographes, des naturalistes, pour aller à la conquête de ces océans. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a un fond, ou bien est-ce que c'est encore plus complexe? Alors, ça, c'est une question très, très intéressante. Pendant très longtemps, on s'est posé la question d'un fond. Est-ce que les océans ont un fond? Et pourquoi on se posait la question? En fait, c'était tout simple, parce que pendant des siècles, les navigateurs, les marins, n'avaient que le fil à plomb pour sonder l'océan, la profondeur de l'océan. Et donc, le fil à plomb, c'était un fil avec un plomb, effectivement, au bout. Et mais les pêcheurs, il y a encore 30 ans, 40 ans, utilisaient parfois encore ce système très simple d'un plomb avec le fond légèrement bombé, avec du suif à l'intérieur, et on envoyait le plomb au fond. Il collait les sédiments qui existaient, et on remontait le plomb, on savait à peu près ce qu'il y avait et combien de mètres. Mais ça ne marchait que le long des côtes. Qui pouvait s'accrocher à quelque chose, ou bien il pouvait dévier par des courants, donc ça faisait des mesures. Et quand les profondeurs atteignaient plusieurs milliers de mètres, on s'imagine bien, ce petit plomb partait avec les courants et on n'atteignait jamais le fond. Et donc, même les grands naturalistes du jardin des plantes se disaient, mais après tout, est-ce que les océans ont un fond? Et d'autant plus qu'il y avait des théories du grand maelstrom, qui était un énorme tourbillon qui engloutissait les marins et qui ressortait de l'autre côté de la Terre. Comme un vortex, ça faisait comme un vortex. C'est ça, un énorme vortex. Et même Edgar Poe était allé au Lofoten pour vérifier si ce immense maelstrom existait. Il en était absolument persuadé. Mais bon, et après, on va passer à une multiplication des observations scientifiques, et on va petit à petit découvrir que les grandes profondeurs en fait existent, et qu'elles sont peuplées. Ça, on s'est pendant très longtemps posé la question de savoir si la vie était possible dès qu'on s'enfonçait un peu bas, un peu sombre, un peu avec des pressions. Tu vas nous donner la réponse tout de suite en nous montrant des images, peut-être? Voilà. Donc, si la régie veut bien lancer le diaporama, et Catherine, tu vas piloter. Qu'est-ce que c'est qu'une zone hadale? Qu'est-ce qui distingue la zone hadale? Pardon, il faudrait ouvrir votre document. Il a disparu de la régie. Voilà. Merci. Merci, Eric. Alors, cette zone hadale, eh bien, elle correspond aux profondeurs de plus de 6000 mètres. Donc, on est entre 6000 et 11 000 mètres. Pourquoi Hadal? H-A-D-A-L-E, parce que par allusion à Hadès, le dieu des enfers. Oui. Et là, vraiment, on se trouve dans des conditions... Très accueillants. Oui. Et là, on se trouve dans des conditions, on va dire, extrêmes par rapport à nous, où on va trouver des températures qui frôlent le point de congélation. On va avoir une obscurité absolument permanente, et on va avoir des pressions gigantesques.
Et évidemment, on s'est demandé si la vie pouvait être possible avec des pressions à raison de 10 000 kilos par centimètre carré. Et on pensait, pendant longtemps, on a cru que la vie était absolument impossible. Et on a trouvé de la vie, y compris, vous voyez ici, ces espèces de cheminées. Là, on est à 3-4 000 mètres. Donc, on a des cheminées des petits volcans, qui crachent des gaz extrêmement sulfurés à haute température. Et même dans ces cheminées, ça vient directement du magma, on peut dans la cheminée être à 300 degrés. Et même dans des températures, disons, à la bouche du fumeur, comme on appelle, oui. On a des bactéries qui arrivent à se reproduire à des températures de un petit peu plus de 100 degrés. Donc c'était une découverte absolument énorme qui remettait en question tout le principe de l'équilibre de la vie et des équilibres biologiques. Donc ça a été une avancée. C'est ça qui est passionnant, c'est que toutes les certitudes qui datent de plusieurs siècles, dizaines d'années en tout cas, sont complètement voilà. par les nouvelles découvertes. C'est passionnant. Et voilà, et les nouvelles découvertes avancent et remettent en question certains fondements oui. qui étaient absolument immuables depuis des décennies. Et je pense qu'on n'en est qu'au début de ces découvertes, si on arrive à continuer à avoir les volontés politiques et pour financer, et pas que les volontés politiques, c'est aussi des entrepreneurs aussi privés qui peuvent vraiment s'intéresser et aider le monde de la recherche scientifique dans les grands champs. Alors, cette image représente, alors nous on voit ta flèche et comme ça tu peux nous montrer. Alors là on est pareil, c'est assez bas, on a en fait ces tortillons, ce sont des vers qui poussent là, enfin qui se développent là où on n'avait aucune idée que la vie pouvait exister, puisqu'on est là on est à 3000 mètres, on a ce qu'on appelle des suintements froids, c'est-à-dire du sol émane du méthane en particulier, et qu'on pensait là aussi impossible pour la vie. Eh bien, il y a toute une faune dans ces vers. Là, on aperçoit un petit crustacé, une petite galatée, on a des bivalves, et des éponges oranges, et tout ce petit monde, si j'ose dire, se développe sur les sources de méthane, grâce à un processus dont on va reparler plus tard, mais qui n'est pas du tout basé sur la photosynthèse, c'est-à-dire que la transformation de l'énergie solaire par les végétaux, mais là sur un système de décomposition chimique complètement. Ça leur permet quoi, de respirer, de se nourrir, Ils vont se nourrir, ils vont transformer tous ces sulfures en matière accessible à la digestion de certains vers en particulier, comme ceux qu'on a ici. C'est des vers qui vivent dans des tubes, ils ont un panache qui est rouge là, qui sert à la fois à la respiration et à la nutrition, le panache branchial. Ce sont les couleurs naturelles. Là. Ah oui, absolument, oui. Et c'est ça, ce qui est plus étonnant aussi, c'est que de voir apparaître par les hublots des sous-marins ces magnifiques vers en particulier, avec des couleurs qui apparaissaient très vives dans les projecteurs du bathyscaphe, ça a été évidemment un étonnement considérable, puisqu'on était plutôt habitué à avoir des faunes plutôt ternes dans le milieu abyssal, oui. C'est-à-dire plus haut, vers 3-4 000 mètres, et en fait on a découvert des formes et de vie et des couleurs magnifiques. Là aussi on est assez bas, on a des gorgones, et des éponges, et puis un gérion, un crabe, mais c'est des gorgones, mais des espèces complètement différentes de celles qu'on peut connaître sur le littoral. Plongée, oui, voilà, tout à fait. Voilà. Et là, voilà. Donc ça, c'est une vue prise d'un bathyscaphe. À quelle profondeur à peu près? Là, on doit être à 2000. Oui. Là, on a une magnifique anémone de mer. Ça ressemble beaucoup à celle qu'on connaît sur nos rochers, mais bon, là aussi, c'est adapté à des températures,
des milieux de vie assez extrêmes. Mais l'organisation de l'organisme, en fait, le même. Là, on a des poissons. Alors, plus on descend, plus les poissons changent vraiment de physionomie par rapport à ceux qu'on connaît sur le littoral. Et on va descendre un petit peu dans les profondeurs. Et on va dire aux internautes de rester parce qu'ils vont vraiment être ébahis par les formes des poissons qui vont suivre. Tout à fait. Oui. Donc là, on peut commencer à parler un petit peu de l'historique de ces grandes profondeurs. Pour descendre, comment on a fait en fait pour descendre petit à petit pendant des siècles? Bon, on a eu, si on revient au début du début, on avait des plongeurs en apnée qui descendaient pour aller chercher des éponges ou des perles, voilà. Après, on a créé les premiers pieds lourds, les scaphandriers, on a pu descendre. Après, Cousteau est arrivé, si je fais un petit peu vite, Cousteau est arrivé avec son aqualung, là, ces appareils de plongée qui ont permis de faire décoller du fond les plongeurs, c'est-à-dire qu'ils ont pu être les hommes grenouilles, comme on les appelait. Et puis, depuis très longtemps, depuis le 18e, les humains ont essayé de construire des bathyscaphes, c'est-à-dire une enceinte fermée, étanche, résistante à la pression, qui permettait de descendre de plus en plus bas. Donc on a eu les premiers sous-marins avec évidemment une épopée épique qui a été très dangereuse. Et après on a mis au point voilà, les bathysphères, les submersibles qui ont permis de se descendre très très bas. Et là on a une photo complètement historique de 1960. C'est le fameux submersible Trieste qui pour la première fois est descendu à 10 916 mètres très exactement, dans la fosse des Mariannes, un voyage extrêmement périlleux qui a été décrit après par ici les deux personnages que vous avez, à savoir Jacques Picard en haut et Donald Wash, donc c'était une équipe franco-américaine, et ils ont réussi l'exploit de descendre très peu de temps, ils ne sont pas restés longtemps, mais ils ont. Et en plus, c'est très intéressant de lire leur carnet de bord parce qu'ils décrivent très, très exactement ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont entendu, à savoir des craquements épouvantables. Ils ne savaient même pas ce qui se passait à l'extérieur. Et ils ont continué de descendre. Ils ont atterri sur la vase mollement. Et voilà, ils ont relargué les lestes, ils sont remontés. Donc, absolument historique. Ils ont réussi leur mission. Alors, juste pour situer un petit peu au niveau de la concordance des explorations, c'était en 1960 que le premier satellite artificiel, le fameux Spoutnik, était mis en orbite. Vous voyez, donc là, c'était la même année, on descendait voilà, au plus bas et on mettait en orbite déjà. Voilà. Alors, petit à petit, toute cette technologie des grands fonds s'est développée. Et on arrive aujourd'hui à avoir des bijoux de technologie, à savoir ces petits robots, comme vous avez ici, qui ont pour mission d'explorer, là, pas celui-là, parce qu'on voit qu'il a un câble, mais certains robots sont totalement autonomes, ils ont leur mission de recherche au fond de l'eau. Et là, il n'y a pas d'homme à bord, si je peux dire. Là, il n'y a pas d'homme, parce que on continue, on va le voir, d'envoyer des humains au fond, mais c'est très risqué, c'est très coûteux, et aujourd'hui, dans tous les pays qui développent de la recherche océanographique, développent des robots qui ont une capacité, mais absolument inimaginable, de filmer, de photographier, de prélever des échantillons d'eau, enfin de toutes sortes absolument d'enregistrements. Et donc pour certains, ils sont complètement autonomes. Et donc ils peuvent, par exemple, ils vont être programmés pour descendre à 8000 mètres et prospecter telle zone de rocheux ou vaseux, etc., de photographier. Et après, ils remontent de façon autonome et on lit toutes les informations qu'ils ont collectées. Là, on arrive à
vraiment la technologie, mais vraiment la plus haute aujourd'hui. Là, on a un petit submersible de 7 mètres qui appartient à un milliardaire américain qu'on voit ici, qui s'appelle Victor Vescovo, et qui donc a mis des fonds privés pour la recherche océanographique. Et donc son petit bathyscaphe de 7 mètres lui a permis, il y a 2 ans, de descendre au fond des 5 fosses les plus profondes du monde. Et c'était une première. Et donc il y avait une logistique de surface avec un navire océanographique qui, grâce à des radars multifaisceaux hyper sophistiqués, eh bien, prenait en fait, étudiait le fond, bien évidemment, avant de faire descendre le fameux petit bathyscaphe. Et Vescovo est descendu en solo, raconte toutes ses péripéties, et quelquefois, vraiment, ça fait froid dans le dos, parce que tout peut arriver, malgré cette technologie hyper sophistiquée, on ne sait jamais ce qui peut arriver, ce que peut trouver le bathyscaphe en descente ou au fond de l'eau ou à la remontée. Et donc, il embarque avec lui des scientifiques qui ont envoyé toutes sortes d'engins, en particulier des vidéos et des caméras appâtées qui ont permis de filmer des poissons les plus extraordinaires. Alors là, vous avez une vue. Là, on est, même s'il n'y a pas de personnages qui sont juste partis 5 minutes, mais là, on est à bord d'un navire océanographique. Et là, c'est en fait le PC de commande des engins qui sont des robots qui sont envoyés par le fond. Et donc, le robot va avoir son autonomie, mais les scientifiques qui sont à bord peuvent, en particulier, le faire s'arrêter sur un endroit et le faire utiliser ce qu'on appelle ses bras manipulateurs, vous voyez, des espèces d'énormes pinces qui vont aller prélever un échantillon biologique ou de roche, et qui vont, le bras va le déposer dans une petite enceinte du robot, et tout ça va être remonté. Avec l'océanographie, là, se fait en fait depuis la surface. S'exécute en fait jusqu'à 10 000 mètres, 11 000 mètres, mais en fait peut aussi être manipulé de la surface. Est-ce qu'il y a encore des zones qui sont totalement inconnues ? Totalement. Il y a beaucoup plus de zones inconnues que de connues. Quand un bathyscaphe comme celui de Vescovo, par exemple, va descendre, il va rester peut-être 1 heure au fond. Oui. Donc il a des gros projecteurs, il va filmer, il envoie ce qu'on appelle les landers, c'est un peu comme pour l'espace, c'est-à-dire des espèces de grands chariots qui vont être équipés, voilà, hyper équipés. Et donc les scientifiques ont pu travailler, de Nouvelle-Zélande en particulier, ont pu travailler avec lui. Donc c'est évidemment des avancées qui sont rares et uniques. Alors, quelles sont les formes de vie que l'on trouve dans ces profondeurs et comment survivent-elles ? Alors, disons qu'avec la profondeur, plus on descend en profondeur, plus les groupes zoologiques vont se raréfier. C'est-à-dire qu'il y a par exemple, là on a une belle étoile de mer sur un fond rocheux. Les étoiles de mer, à peu près, peut-être au-delà de 3000, il n'y en a plus. D'accord. Là, on a des formes très belles. Là, quand on descend dans la colonne d'eau, eh bien, on va croiser des formes lumineuses, ce qu'on appelle bioluminescentes, qui, en fait, c'est des organismes, là, proches, en l'occurrence proches des méduses, qui produisent leur propre lumière biologique. Et la lumière froide. Et ça leur permet, en fait, de communiquer entre eux, de trouver des partenaires, de trouver de la nourriture, d'éloigner un prédateur qui s'approche de trop près. Et là, on en reparlera un petit peu plus tard. Et oui, voilà, alors on arrive à avoir des formes absolument incroyables de poissons.
Là, vous voyez ces dents très très pointues. Elles ne servent plus du tout à croquer ou à déchirer les proies, comme des poissons en surface. Là, elles vont simplement servir à encager la proie. C'est-à-dire le petit poisson qui passe pas loin ou la petite crevette va être englouti, retenu par les crocs, les dents, et avalé directement. Et c'est des gueules qui sont énormes, en général, et qui vont permettre à ces habitants des eaux profondes, où la nourriture est rare, de pouvoir en fait profiter de à peu près n'importe quelle proie qui passe, à moins que ça soit vraiment trop gros pour eux. Alors, et donc, pardon, Catherine, quelle taille ils ont? Alors ça, c'est petit. Alors là, on est sur à peu près 30 cm. Oui. C'est un poisson pêcheur. C'est la famille des lottes, les baudrois, qu'on connaît sur le littoral. Et ils ont cette particularité d'avoir sur le museau un énorme fouet terminé par un leurre lumineux. Et donc, dans l'obscurité, ils vont agiter, mais devant, derrière, sur les côtés, ils vont agiter ce leurre. Et la proie qui va passer va évidemment être très intéressée, et la gueule va s'ouvrir et se refermer dessus. Et alors, on a des formes incroyables, vous voyez. Et on peut avoir alors là, ça mesure à peu près 30 cm, mais on peut avoir de ces filaments qui mesurent 3 fois, 4 fois la taille du poisson. Ah oui. Et alors, donc, c'est jeune, celui-là, ou pas? Pardon? On sait, si la queue est plus jeune et plus courte, c'est un poisson plus jeune, ou ça n'a rien à voir? Non, on a pas mal d'espèces différentes qui ont des physionomies extraordinaires. Et si je vous disais en plus que le poisson que vous voyez là, c'est une femelle. Elle fait 30 cm. Et le mâle de ces espèces fait à peu près 2-3 cm. Oui. Ils arrivent, grâce à il est probable, aux leurres lumineux et à des phéromones, ils arrivent à se retrouver dans l'obscurité. Et quand le mâle entre en contact avec la femelle, c'est d'autant plus extraordinaire qu'il devient parasite. C'est-à-dire, il se fixe directement sur la femelle, et il y a une fusion des peaux, on va dire, de l'épiderme, et puis une mise en commun de la circulation sanguine. Et il va vivre complètement en parasite. Et il va, à un certain moment, la femelle va pondre, et le mâle va, dans le milieu environnant, toujours accroché, il va féconder les œufs, qui vont remonter en surface. Et ça, c'est pour faire leur cycle. Aussitôt. Les œufs remontent tout de suite en surface. Oui, parce qu'en fait, les œufs, quand ils sont fécondés, pondus puis après fécondés, ils sont tenus par une espèce de substance spongieuse, et qui, comme une bouée, ils vont remonter en surface, parce que pour les œufs, c'est très intéressant d'être en surface. Il y a de la lumière, il y a du plancton, il y a de quoi se nourrir. Et une fois qu'ils vont après, au bout de quelques semaines, ils vont eux-mêmes faire leur métamorphose, ils vont redescendre dans les grands fonds. Donc, en fait, c'est des animaux qui font une double migration pendant leur vie. C'est passionnant. Alors, on a des requins. Alors, les requins, on ne les trouve pas. Alors, vous voyez, c'est des formes qui ressemblent à des fossiles, en fait. Oui. C'est des formes profondes qui ressemblent en rien au grand blanc, avec les dents qu'on connaît en trident, en 8 dents. Les requins, on ne les trouve pas en dessous de 4000, pas par manque d'observation, je ne pense pas, mais parce que leur physiologie ne permet pas de descendre plus bas. Voilà, alors, quelquefois les photos elles sont ce qu'elles sont, mais c'est déjà bien de pouvoir repérer une silhouette, voilà, de requin qui paraîtrait primitive. Voilà, en même temps que la photo est réalisée, on a évidemment la profondeur. Là, on est 2866 pieds, 800 mètres. Profondeur, 4 degrés 3. Oui. C'est limité, 35 pour 1000. Bon, c'est des documents qui, petit à petit, peu à peu, s'affinent, mais qui sont eux-mêmes, enfin, même malgré leur
leur manque de précision sont évidemment très intéressants. Alors là, on arrive au fond des espèces les plus profondes des poissons. C'est une drôle de tête, hein, on dirait pas. Alors, voilà, on les appelle les poissons escargots. Voilà, on comprend pourquoi, parce qu'ils sont tout mous. Ils sont visqueux en plus. Ils sont visqueux, ils sont recouverts de mucus, ils sont très peu calcifiés. La forme de la bouche, elle est absolument incroyable. Botoxé. Et les yeux bleus. Oui. Et chez certains d'entre eux, en fait, le crâne n'est pas fini d'être consolidé. Les sutures sont pas fermées, c'est ça que c'est ça. Oui. Voilà. Et on pense que c'est pour équilibrer la pression interne et la pression externe qui est absolument énorme. Oui. Et alors là les requins, donc, ils finissent plus haut, et les poissons, ils finissent, entre guillemets, à 8000 mètres. Et à 8000 mètres, on a comme une barrière invisible qui en fait, qui fait que les poissons ne descendent pas en dessous. Donc les scientifiques, évidemment, se posent la question du pourquoi. Et en fait, ce serait une question de protéines et d'impossibilité d'adaptation de ces protéines à des pressions plus grandes que celles qui correspondent à 8000 mètres. Pas de poissons, mais d'autres organismes peut-être, non? Pardon? Pas de poissons en dessous de 8000 mètres, mais peut-être d'autres organismes vivants. Alors, voilà. Alors, donc, on a une raréfaction des groupes. Donc, on a vu que les requins disparaissaient à 4000, les poissons à 8000. Il y a par exemple tout ce qui est les étoiles de mer. Bon, moi, ça, il n'y en a plus. Mais on va avoir des formes qui vont. Là, on est. Pardon, j'aurais dû inverser les photos. Là, on est un petit peu plus haut. On est sur les plaines abyssales de 3000, 4000. Et ça, c'est quand on est en campagne océanographique et qu'on remonte ces crustacés, on est toujours mais vraiment étonné, ébahi. En fait, c'est des gros cloportes. Oui. Vous voyez la taille entre les deux mains, là on voit ça, gros cloportes qui peuvent faire 30 cm, qui sont impressionnants, parce qu'en fait, c'est des charognards qui se nourrissent absolument de tout ce qu'ils trouvent au fond. Donc, ils vont s'attaquer même à des poissons, ils vont s'attaquer à tout ce qu'ils trouvent, et ils ont des espèces déjà des griffes préhensibles qui en fait, à laquelle aucune proie n'arrive à résister, et puis des mandibules coupantes qui déchiquettent, qui coupent, et quand ils trouvent une proie, ils peuvent mais vraiment s'en gaver, et au point de même plus pouvoir marcher. Mais encore une fois, comme la nourriture est très très rare au fond, c'est des animaux qui sont adaptés à profiter de tout ce qu'ils trouvent, et après ils vont mettre des semaines à digérer. Ils sont très impressionnants. Ah bah oui, on dirait qu'il a une armure et qu'il sort d'un film de science-fiction. Oui. Oui, on comprend que rien ne lui résiste. Oui, mais il y a des vidéos qui ont été tournées en profondeur par des scientifiques où on voit en fait, ils ont descendu des caméras à pâté. Donc, on a un petit requin qui s'approche, un requin qui fait peut-être 2 mètres, et qui est happé par ces crustacés. Et on le voit, il est happé par 2-3 de ces cloportes, et le requin tourne sur lui-même pour essayer de s'échapper, et en fait, il n'y parviendra pas. Il sera asphyxié, étouffé par ces cloportes. C'est redoutable. Ça fait partie des dernières espèces qu'on a découvert, ça? Alors, non, ça a été découvert dans le golfe du Mexique 19e, mais on continue d'en trouver de nouvelles. Et se posent aussi des questions on appelle de taxonomie, c'est-à-dire d'identification des espèces. Quelquefois, ceux-là particulièrement, peuvent se ressembler beaucoup au niveau morphologique, mais si on fait les analyses ADN moléculaires, on s'aperçoit qu'on a affaire à un matériel génétique complètement différent qui pousserait à identifier, à séparer quelques espèces. Ça, c'est une grande question aujourd'hui. Plus on affine, disons, l'analyse génétique, et plus les espèces vont se distinguer les unes des autres.
Est-ce qu'on a pu savoir, parce que pour t'avoir écouté en conférence plusieurs fois, il m'a semblé que vous aviez déjà compris comment s'organiser entre eux ces différents individus au sein d'espèces différentes. Est-ce qu'ils ne sont pas complètement... enfin, ils vivent seuls, mais ils vivent En communauté, on il a y a par... une sociologie, une hiérarchie, comment ça se Alors, passe? on a dans chaque habitat, mais du littoral jusqu'au grand fond, on a ce qu'on appelle des communautés, c'est-à-dire qu'on va avoir des animaux qui, en fonction d'un milieu, d'un environnement, vont vivre au même endroit, et on va les retrouver dans des endroits différents, vivre également ensemble. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, oui, oui. Oui. On va avoir des assemblages de faune qui vont être similaires. Mais voilà, on va peut-être continuer. Oui, oui, oui. Ce qui vient après. Ah, après, on a des poulpes. Ça, c'est bizarre. Alors, les poulpes sont très, très... Donc, des céphalopodes de la famille des pieuvres, des calmars. Ils sont très nombreux dans la colonne d'eau, en profondeur. Et ils sont la base de l'alimentation de plein d'organismes, de poissons, des espadons par exemple, toutes sortes de poissons. On va avoir d'autres poulpes qui vont les manger, on va avoir des cétacés qui vont aussi s'en nourrir, parce qu'ils sont souvent très riches en lipides, et on a des formes tout à fait différentes dans ces grandes profondeurs. Les Américains ont découvert il y a 2 ans, au large de la Californie, à 3000 mètres de profondeur, des milliers de poulpes femelles qui se rassemblent à un certain endroit. Et ils ont fait des photos, c'est des grouillements absolument de poulpes femelles. C'est la première fois qu'on découvrait des communautés aussi denses. Et c'est des femelles qui, en fait, sont en train d'incuber leurs œufs. Et on s'est demandé, mais pourquoi choisir ces fonds pas spécialement accueillants, etc. Et on s'est aperçu, en faisant des mesures de température d'eau, que le sous-sol, le fond, en fait, crache, si j'ose dire, là aussi des composés chimiques, mais à une température beaucoup plus élevée que celle de l'eau du fond. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans ces petites fissures de l'eau qui crache à, par exemple, 12 degrés Celsius. Et donc, on a compris que ces poulpes-là se rassemblent à ces endroits de façon à diminuer le temps d'incubation de leurs œufs. Parce que Ils pensent au rendement, eux aussi. Voilà, et on a comparé avec des poulpes femelles qui est sur la plaine abyssale, absolument, mais alors là, il n'y avait aucune chaleur environnante, et qui mettaient jusqu'à 32 mois à incuber, tandis que ces poulpes-là vont mettre à peu près la moitié du temps, parce qu'ils profitent de cette douce tiédeur. Évidemment, plus le temps d'incubation est réduit, et plus le risque de prédation diminue. Oui. Donc c'est une adaptation assez fabuleuse. Alors là, on va changer de chapitre. Et avant d'aborder les sources thermales, je voulais te demander au niveau de la géologie, pourquoi il y a eu une surprise, tu nous indiquais dans ton livre qu'il y a une surprise majeure à propos de la dorsale. Tu peux nous en dire un petit mot? Et ce qui a changé notre manière de concevoir la dynamique terrestre. Oui. Comme ça, s'il te plaît. Et en fait, on arrive à ce qu'on a appelé la théorie de la tectonique des plaques. Quand on regarde un planisphère, on s'aperçoit, c'était les premières observations qui avaient été faites, on se rend bien compte que l'Afrique et l'Amérique, en fait, ont l'air de correspondre à un grand puzzle qui pourrait, en fait, s'emboîter l'un dans l'autre. Et les premières théories
la fin du 19e, disait, mais en fait, ces continents s'écartent l'un de l'autre. Donc, c'était les premières théories de ce qu'on appelait la dérive des continents. Mais ce n'était pas une théorie aboutie parce qu'on savait pas. On pensait que les continents s'éloignaient, mais comment, de quelle façon ça pouvait fonctionner? Et dans les années 70, il a été découvert in situ, sur le fond. On avait déjà des idées de volcans qui pouvaient exister au fond, mais c'est vraiment dans les années 70 qu'on a découvert ce qu'on appelle les dorsales. C'est des immenses chaînes de montagnes sous-marines volcaniques qui sillonnent tous les océans, et en particulier qui traversent en nord-sud l'Atlantique, nord et sud, et qui ensuite serpentent l'océan Indien, etc. Et on s'est aperçu que c'est au niveau de ce qu'on appelait ces dorsales que le magma bouillant du centre de la Terre en fait, s'évacuait, parce qu'on appelait des cheminées, des fumeurs, et que tous ces sédiments en fait se répandaient, et que cette dorsale, c'était au niveau de cette grande montagne, cette dorsale, que les fonds s'écartaient, étaient produits, et donc comme un tapis roulant, en fait, les fonds s'écartaient peu à peu. Et on sait maintenant que des deux côtés de la dorsale océanique média atlantique, les fonds se forment à raison de 2 cm par an, ce qui est pas négligeable. Ben non, c'est très peu au niveau de la taille de la sphère terrestre, mais qui voilà. Et on a on s'est aperçu qu'on avait des chaînes de montagnes volcaniques où les fonds s'écartaient, et que dans d'autres zones, on avait des fonds qui, en fait, coulaient les uns sur les autres. C'est-à-dire la couverture terrestre, elle est faite de grandes plaques qu'on appelle tectoniques, oui, et qui, dans certaines zones, donc, s'écartent l'une de l'autre, et dans d'autres zones, comme dans le nord du Pacifique, la fosse des Mariannes, eh bien, on a des plaques les plus denses qui vont s'enfoncer dans les profondeurs, recouvertes par une plaque plus légère. Et là, on va avoir les grandes fosses, donc ce milieu adalt, on en a parlé tout à l'heure, et donc on va avoir du fond secret, mais du fond disparaît aussi. Sinon, on aurait une sphère qui deviendrait, dont la surface deviendrait, je sais pas, X fois plus grande. Donc il y a création et disparition de fonds océaniques. Et c'est... Oui. Pardon. Oui. Non. C'est ça qui a changé dans notre manière de construire. On ne savait pas ce côté, j'allais dire, dynamique du fond océanique. Et là, on a compris, en fait, comment toute cette couverture océanique fonctionne. Et donc, on a... Vas-y. Si qu'est-ce qu'on appelle les oasis biologiques? Alors, voilà, donc, on a déjà découvert à peu près, c'était l'expédition Famous des années 70, franco-américaine. Donc là, on a descendu des bathyscaphes pour la première fois, et on a comme engin vraiment de recherche scientifique, et on a découvert, on a filmé vraiment le magma, quoi, qui sortait vraiment des entrailles de la Terre. Et ensuite, il y a une autre découverte qui a suivi quelques années plus tard, au niveau des Galapagos, de la dorsale des Galapagos. Des géologues avaient trouvé en surface des différences de température de l'eau très, très curieuses. Elle était comme réchauffée à certains endroits. Et ils se sont dit, mais il y a quelque chose en bas, et ils pensaient bien que c'était quelque chose de volcanique. Donc, ils ont descendu un bathyscaphe, et ils sont tombés, les géologues sont tombés, nez à nez, avec ces fameux fumeurs, ces oasis hydrothermales,
Donc, il s'agit de grandes cheminées qui peuvent faire 30 mètres de haut ou plus, et qui crachent donc ces panaches. C'est pour ça qu'on les appelle les fumeurs noirs. Ils crachent des panaches sulfurés qui sont évidemment très toxiques, qu'on pensait très toxiques, à grande température. Alors évidemment, plus le fumeur, enfin les sulfures qui sont crachés par le fumeur, plus elles s'éloignent du fumeur, plus évidemment ça descend en température parce que l'eau environnante est à 1-2 degrés. Mais on s'est aperçu, et là ça a été la grande stupeur, que autour de ces fumeurs, il y avait de la vie, et non seulement de la vie, mais une vie extrêmement abondante, très variée, comme on voit ici. On a des vers, on a des crevettes, etc., qui vivent, mais vraiment, pratiquement au niveau du fumeur. Et donc, on a une explication. Et donc, on a comment, ça c'est des grands riftias, des vers qui peuvent mesurer 2 mètres de long. Et donc, il y a eu d'autres missions, on est redescendu, les Français sont allés, Ifremer, et ils ont prélevé des vers, et les scientifiques ont disséqué pour savoir mais comment ces animaux pouvaient se nourrir. Et à la grande stupeur des scientifiques, ils ont fait donc la dissection, ils n'ont trouvé aucun tube digestif qui ressemblait à quelque chose de connu. Mais comment est-ce qu'ils peuvent aussi bien prospérer? Et on a compris qu'en fait, tout repose sur des bactéries qui sont dites chimiosynthétiques, c'est-à-dire qui transforment en fait les sulfures en matière assimilable par les animaux. Et en fait, dans les vers ont été donc sectionnés, et on a trouvé à l'intérieur ce qu'on appelle le trophosome. C'est une énorme poche, mais bourrée de bactéries, vivants, symbiotiques, qui nourrissent le ver. C'est-à-dire que les panaches du ver récupèrent tous ces sulfures, du CO2, dans le milieu environnant, et les bactéries vont transformer en matière sulfurée, mais accessible à la digestion du ver. Et on s'est aperçu qu'en fait, pratiquement presque tous les organismes qui vivent autour de ces fumeurs noirs fonctionnent de cette façon-là. Et donc, ça a remis en cause complètement tout ce qui a été enseigné. C'est-à-dire tous les livres de biologie jusque-là disaient mais la vie ne tient que par la lumière du soleil d'une façon ou d'une autre. Or là, on est dans un milieu qui est complètement déconnecté de la lumière solaire. Parce que dans les abysses, on pourrait dire à 3000 mètres, on ne dépend pas de la surface, mais si, parce que sur les abysses, dans les grands fonds abyssaux, comment les animaux se nourrissent? On a vu qu'il y avait des charognards, bien sûr, on a des prédateurs, mais on a aussi beaucoup d'animaux qui vivent de tout ce qui tombe de la surface. C'est-à-dire ce qu'on appelle la neige marine, c'est-à-dire c'est des planctons morts, des petites particules qui s'amalgament et qui, comme une neige, comme des flocons de neige, vont petit à petit descendre sur le fond et alimenter une partie de la faune qui après, dans la chaîne alimentaire, et encore une fois, il y aura des prédateurs, des suspensivores, des charognards, etc. Mais là, au niveau des sources hydrothermales, on n'a aucun contact avec la lumière solaire. Impressionnant. Alors, tu nous dis, et tu m'apprends aussi, Catherine, qu'au fond de l'eau, il y a du cobalt, du nickel, et puis... Oui, tout à fait. Tout à fait. Là, voilà une autre vue de ces grands vers magnifiques, qui ont été. Voilà. En fait, vraiment, c'est l'espèce emblématique de ces sources hydrothermales, et c'est à partir d'eux qu'on a compris comment fonctionnait l'écosystème. Alors, au fond de cet océan, donc on va avoir des sulfures qui vont être crachés, comme on a vu, et qui vont se déposer tout autour
de ces fumeurs et qui vont constituer des monticules très, très importants qui sont actuellement convoités par l'industrie humaine. Et en plus de ces fonds sulfurés, autre chose est très très convoitée aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les nodules polymétalliques. Donc ce sont des espèces de cailloux, en fait, comme des pommes de terre à peu près, de cette taille, qui sont posés sur les grandes plaines abyssales plutôt vaseuses, et qui sont posés comme posés les uns à côté des autres sur des surfaces, des kilomètres carrés de fond. Et on s'est aperçu que ces nodules contiennent énormément de métaux, du cobalt, du cuivre, des métaux rares, et ils sont extrêmement convoités par l'industrie, puisque on va des terres rares, du lithium, etc., utilisés pour nos téléphones Est-ce qu'ils portables. sont, évidemment, ils sont convoités, mais est-ce qu'ils sont déjà livrés à une exploitation? Alors, quels sont les risques? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Mm-hmm. Alors, on a, dépendant de l'ONU, on a un organisme qui s'appelle l'Organisme pour les grands fonds marins, qui est chargé de donner, d'accorder des permis d'exploration et d'exploitation des nodules. Mais alors, il y a pas mal de permis d'exploration qui ont été donnés. Il y a beaucoup de données sur les zones à nodules, mais aucun permis d'exploitation n'a encore été donné. Alors, il y a des nations qui, évidemment, sont très, très intéressées. Canada, la Chine. Et je viens de voir passer que la Norvège, qui était très intéressée à décider de suspendre en fait le lancement de l'exploitation minière, au moins pour 4 ans. Les enjeux sont considérables, puisque c'est une source de métaux qui, pour certains, peut-être manquerait sur le côté terrestre. Oui. Mais donc on a un enjeu stratégique, politique et écologique par rapport à ces nodules, puisque plus les connaissances avancent et plus on s'aperçoit que lié à ces nodules, vit toutes sortes d'organismes très rares, dont on est très très loin d'avoir fait le tour. Enfin, on n'en connaît que très peu. Or, attachés à ces nodules, on a des éponges, on a des êtres minuscules extraordinaires. Et donc, l'exploitation de ces nodules risque évidemment de détériorer de façon peut-être irréversible toute cette faune. Oui. Comment peut-on les protéger, ces milieux? Je pense que c'est là que le rôle des médiateurs scientifiques intervient. C'est-à-dire que je pense qu'il faut vraiment, c'est informer. Déjà informer le public, c'est-à-dire de façon absolument scientifique et rigoureuse de ce qu'on découvre au fond de l'eau et des conséquences d'une exploitation gigantesque et qui remettrait en suspension, ça c'est un problème qu'on connaît en océanographie, qui remettrait en suspension les fonds et qui viendrait anéantir toute une faune qui dépend de la filtration de l'eau. Ça pourrait aussi empêcher des animaux de communiquer. On a parlé tout à l'heure de la bioluminescence. Oui. Donc c'est des animaux qui se parlent, on va dire, c'est leur langage, ils se parlent, ils communiquent. Bon, si dans les zones très très avec une remise en suspension des sédiments, évidemment, on se poserait la question du devenir de tous ces animaux. Voilà, donc là c'est des enjeux gigantesques. Et je ne sais pas ce qui va advenir de ces nodules. On a du mal à penser que
d'ici quelques années, 1 an, 2 ans, 10 ans, l'exploitation ne se fera pas. La pression est telle que enfin, je veux dire, on va finir par exploiter ces fonds. Bon, après, ils sont gigantesques aussi. Bon, c'est des millions et des millions de kilomètres carrés, donc on peut se dire, on prend certaines zones et on exploite, mais une fois que les permis d'exploitation ont commencé, je ne sais pas où ça va nous mener. Alors, question, quels sont les mystères qui te frustrent le plus? Ah. Voilà, oh là là. Frustré, c'est-à-dire toute nouvelle prospection dans les grands fonds, à chaque fois, rapporte des nouveautés. Alors ça peut être des petites nouveautés, à savoir que on s'aperçoit que telle espèce descend beaucoup plus bas qu'on pensait, sans parler des nouvelles espèces qu'on découvre. Mais après, on a des descentes remarquables qui débouchent sur des découvertes scientifiques remarquables, mais c'est pas toujours. Mais en fait, toute nouvelle descente en apprend. Donc, je ne sais pas comment dire, mais quand est-ce qu'on pourra en savoir vraiment plus sur le fonctionnement des océans? Je sais que Victor Vescovo, dont on a parlé tout à l'heure, a vendu son sous-marin, repasse à une autre mission qui est absolument énorme, gigantesque, qui est de décrire le fond marin du monde, le fond océanique. C'est-à-dire qu'avec un bateau pas très grand, mais équipé de sonars exceptionnels, eh bien, il va faire sillonner ce navire de façon à faire une cartographie des fonds des océans. Pour l'instant, on ne connaît à peu près que 10%, et encore. Oui. Donc on ne sait pas, en fait... Oui, pardon. Pardon, non, on ne sait pas, en fait. Bon, on a ponctuellement, évidemment, on a une idée de plus en plus précise du relief des plaines vaseuses, des monts sous-marins, des dorsales, etc. Mais on est loin de connaître la répartition de la faune et l'identité géologique des fonds. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Quelles sont les plus grandes inconnues que la science affronte encore? Quelle est la découverte qui pourrait tout changer dans les prochaines années? Je ne sais pas, mais pour ce qui est de la découverte dans les grands fonds, tout est question de technologie, de haute technologie, presque identifiable à la recherche spatiale. On en est à peu près là. Mais donc ça coûte très 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 cher. Une mission peut valoir des millions de dollars. Donc, Victor Vescovo. Donc voilà, mais des Vescovo, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est en fait, je dirais, la recherche scientifique et océanographique de grands fonds, elle ne dépend que de ça, en fait. Ce sont les questions auxquelles tu aimerais répondre au cours de ta carrière, c'est ça? Mais oui, on a envie d'en savoir plus, évidemment. Toujours plus. Tout ça, c'est passionnant, ça excite la curiosité. Alors, on parlait du nombre, on ne sait pas le nombre d'espèces exactes dans les océans. On est très très loin de le savoir. On va avoir des milieux littoraux qui vont être très étudiés comme les récifs coralliens, où là, on ne sait pas encore le nombre d'espèces dans les récifs. Elles sont très très nombreuses, mais tout dépend aussi du niveau de recherche. C'est-à-dire, plus on descend dans le petit et dans le cryptique, et plus on découvre de nouvelles espèces. C'est-à-dire qu'on a aussi des espèces parasites qu'on découvre, ecto ou internes, enfin internes ou externes aux organismes. On va trouver des poissons mais minuscules qu'on n'avait même pas vus il y a encore pas longtemps, mais qui vont être complètement mimétiques du fond, qui vont vivre sur des gorgones, ils vont être orange, exactement comme l'orange de la gorgone. On va les découvrir. On a découvert il n'y a pas longtemps des mini poissons hippocampes, mais minuscules, 1 centimètre.
Ah, j'ai vu que tu nous avais montré une voilà, magnifique la queue accrochée à des gorgones qui se balancent doucement. Voilà. Donc, on ne fait que découvrir. Même en récif corallien, on découvre. Donc, on imagine bien que plus on descend, et plus il reste à découvrir. Je n'avais pas prévu cette photo de l'hippocampe tout petit, tu nous as dit 1 centimètre, Voilà. il est au milieu de l'océan. Découvert en Nouvelle-Calédonie par hasard, complètement par hasard, par des plongeurs. Incroyable. Ils ont remonté des gorgones. En fait, c'était pour l'aquarium de Nouméa. Ils ont mis les gorgones dans un bac en attente. Puis en regardant de près, les gorgones, c'est quoi ces petits hippocampes? Et on a découvert plusieurs nouvelles espèces comme ça. Donc, il y a encore beaucoup. En fait, au XVIIIe siècle, le grand Linné était le grand découvreur de Buffon. C'était les grands découvreurs d'espèces et de descripteurs d'espèces au XVIIIe. Mais dans les grands fonds, on en est presque à Linné pour ce qui est de la description des espèces. On avance tout doucement, mais sûrement. Merci. Merci Éric de nous montrer ces magnifiques couvertures de livres. Mais je vous invite vraiment à vous procurer n'importe lequel des livres de Catherine qui sont merveilleusement illustrés avec des photos que vous n'avez pas vues ce soir parce que ce soir tu nous expliquais que tu étais très limitée dans le choix des photos puisque celles que nos auditeurs découvriront dans tes livres sont des photos beaucoup plus belles, beaucoup plus précises, beaucoup plus rares encore que celles que tu nous as dénichées pour ce soir. Voilà. Donc, au moment des fêtes de Noël, eh bien, chers amis, cherchez Catherine Badon, vous aurez l'embarras du choix. Combien tu en as écrit d'ouvrages? Je n'ai même pas compté. Oh, une vingtaine. Oui, il y en a. Il y en a un en construction. On arrête. Mais en fait, c'est le métier encore une fois, qui est très important aujourd'hui, qui est le métier du médiateur scientifique, qui fait en fait la courroie de transmission entre les dernières recherches scientifiques et le grand public, de façon à informer de façon très, très rigoureuse de ce qu'on découvre aujourd'hui. Qu'est-ce que tu diras, ou qu'est-ce que tu dis aux jeunes océanographes qui vont prendre la relève? Mais ce que je leur dis, déjà bravo, allez-y, il y a vraiment beaucoup de travail, et je leur dis que dans les 20 ans, 30 ans qui vont venir, ça va être extraordinaire ce qu'ils vont connaître, et je les encouragerai à avoir une vision peut-être un petit peu large des océans, de remettre dans le contexte d'un océan plus global leurs propres recherches. Peut-être que les études sont très pointues aujourd'hui, sont très, très élaborées, mais je pense que c'est aux océanographes aussi d'aujourd'hui de transmettre cette connaissance un peu globale de l'océan et de remettre dans un contexte plus large donc leur découverte. Ça, c'est ce que je conseillerais, parce que l'océan est à la fois morcelé et est un tout aussi, et que c'est très passionnant d'avoir une vision un petit peu globale de comment ce à quoi tu t'emploies. Voilà, avec beaucoup d'enthousiasme, sans couper ton temps, parce que tu travailles énormément et tu donnes sans compter les conférences, les propos, les cours, et tu écris et tu publies. Vraiment un grand merci. Merci beaucoup pour ce travail. Et puis vraiment, je voudrais rappeler ton livre, L'histoire des abysses de l'Antiquité à nos jours, qui est passionnant. Ça se lit presque comme un roman policier. Alors, il n'y a pas d'image, mais on te pardonne parce qu'il y a tellement à lire, tellement à apprendre que vraiment, il faut vous le procurer. Et puis, ne vous privez pas du plaisir des autres livres magnifiques avec ces photos. Pensez à vos cadeaux de Noël. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Jackie. Merci, Éric.
Merci Éric Montana, merci à nos modératrices Sam et Catherine. Et puis, au revoir Catherine. Tu Au restes revoir et merci beaucoup. Tu restes en ligne après mon générique, s'il te plaît. Et puis, chers amis internautes, je vous dis au revoir et puis à la semaine prochaine. Au revoir.